Bonjour à tous. Merci d'être présent avec nous. Nous allons attendre encore quelques minutes pour permettre à tous les inscrits de nous rejoindre et nous rentrerons dans le vif du sujet dans les 2 minutes qui viennent. Écoutez, je crois que nous allons commencer. Je vois que déjà pas mal de gens sont connectés. Et puis, comme on essayait d'organiser ce webinaire, je dirais en tout début de journée pour impacter le moins possible sur votre journée de travail et que l'on a pas mal de choses à vous dire, donc on va essayer de ne pas perdre de temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites informations. Ce webinaire sera enregistré et donc mis à disposition pour être vu en replay si vous le souhaitez. Donc nous passons par la plateforme GoToWebinar. Vous avez vu que vous avez un petit tableau de bord. Pour le moment, nous vous avons tous mis en mode silencieux, ce qui permet à tout un chacun d'avoir le confort d'écoute le meilleur. Par contre, si vous avez des questions, dans votre tableau de bord, vous voyez que vous avez une fonction chatter. N'hésitez pas à saisir vos questions. Nous avons prévu un temps en fin de session pour y répondre et nous les reprendrons une par une. Voilà, l'idée étant de ne pas s'interrompre pendant la présentation. Voilà. Et donc, cette présentation, l'objectif, nous parlons de facturation, de facture électronique, c'est en gros de répondre à 3 questions que nous avons aujourd'hui. Quand devrais-je émettre mes factures en format électronique et surtout quand devrais-je les accepter? Qui est-ce qui sera concerné? Est-ce que les sociétés du CAC 40 et la TPE du coin sont soumises au même régime? Et puis, cette facture, quand elles arrivent en format électronique chez moi, comment vais-je faire pour les traiter? Pour cela, nous avons décidé, Viveris et Esker, d'essayer de vous apporter quelques réponses. Donc, je me permets de me présenter. Éric Détang, au sein de Viveris, j'ai en charge toute l'offre gouvernance de l'information, donc mise en place de plateformes de GED, de workflow, d'archivage, de moteurs de recherche, et puis aussi conseil auprès de nos clients pour mettre en place des solutions plus verticales comme les solutions de traitement facture fournisseur. Et pour cela, nous avons un partenariat avec la société qui aujourd'hui est le leader européen sur le marché, qui est la société Esker, représentée ici par Fabrice, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Écoutez, effectivement, je suis Fabrice Faure. Je travaille chez Esker en tant que Channel Sales Manager depuis maintenant 1 an et demi environ. Et mon rôle consiste à animer et à onboarder les partenaires qui intègrent nos solutions. Et on travaille dans ce cadre-là, notamment avec Viveris et puis avec d'autres partenaires pour participer en fait à présenter nos solutions à des entreprises telles que les vôtres. Voilà. Et on a l'habitude effectivement d'organiser des webinaires assez régulièrement dans ce cadre-là. Merci Fabrice. Je t'en prie. Comme je vous le disais, on se pose beaucoup de questions sur le traitement des factures au format électronique, mais nous sommes acteurs, fournisseurs de solutions. Il nous a semblé important quand même d'avoir l'avis de gens qui ont à traiter ça au quotidien et qui vont avoir cette problématique-là dans leur entreprise. Et donc, nous avons un premier témoin à qui je vais laisser la parole, qui est Monsieur Stéphane Maiocchi, que je laisse le soin de se présenter et puis de nous faire part de son expérience. Bonjour à tous. Bon, je remercie déjà Esker et Viveris de m'avoir permis de participer à ce webinaire. Je trouve que c'est intéressant de prendre un peu de hauteur de vue sur ce sujet, surtout en ce moment où on est vraiment
très concentré sur le quotidien et un peu plombé, j'ai envie de dire, par le quotidien. Donc, c'est bien de pousser un peu la vision à 2022-2023. Je suis Stéphane Meilloki, je suis DSI et directeur financier dans le groupe Galeries Lafayette et je m'occupe plus particulièrement de la business unit qui est spécialisée dans la distribution d'horlogerie, bijouterie et joaillerie. On gère deux réseaux de distribution, un réseau qui s'appelle Louis Pion, l'enseigne Louis Pion, distribution de mode, montre mode, bijoux accessibles, et une deuxième enseigne qui est un peu moins connue du grand public qui s'appelle Galeries Lafayette Royal Quartz et qui est spécialisée dans l'horlogerie de luxe et la haute joaillerie et qui est plutôt présente en aéroport. Puis après, on a des fonctions aussi de centrale d'achat au sein du groupe pour opérer tous les achats de l'horlogerie, de la bijouterie pour le groupe Galeries. Alors, un peu comme vous tous, je pense que la finance, depuis plusieurs années, elle est soumise à une pression assez constante sur le dimensionnement des équipes. On a toutes les fonctions back-office ont cette pression. Et finalement, la dématérialisation, c'est un formidable levier pour justement travailler des sujets de transformation de l'organisation de la finance. Moi, je vois trois leviers intéressants avec cette dématérialisation. C'est d'abord les gains de productivité, parce que c'est beaucoup de volume à traiter tous les jours pour nos équipes. Le second, c'est que c'est un peu le corollaire, c'est que ça permet, quand on allège cette tâche, de développer finalement les compétences sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour nos équipes. Et puis, le dernier levier, c'est que ça permet de fluidifier la transmission de l'information. Quand on est en démat, on peut communiquer les factures plus facilement avec les autres services pour obtenir les fameux bons à payer des uns et des autres. Et c'est même quelque chose qui s'est accéléré ces derniers temps avec la LME, où finalement on a de moins en moins de temps pour. Il faut mettre le bon à payer beaucoup plus rapidement que par le passé, où des fois on avait des temps de paiement qui étaient très longs, et donc on avait tout son temps, j'ai envie de dire. Mon retour d'expérience sur la démat, et j'ai beaucoup œuvré, soit aux galeries ou dans mes expériences précédentes sur ces sujets, c'est que finalement, il n'y a pas le même niveau de maturité selon les secteurs d'activité. J'ai travaillé dans le service de la réparation automobile, où j'ai envie de dire dans l'automobile, c'était plutôt assez avancé sur la dématérialisation. Et puis aujourd'hui, donc sur le monde du retail, de la mode et du luxe, où là, c'est assez disparate, avec parfois des enseignes, notamment dans l'horlogerie très haut de gamme, suisse, où c'est encore un métier assez artisanal et justement avec peu d'appétence et beaucoup de travail papier encore. Et le dernier constat, en dehors du niveau de maturité sur les secteurs d'activité, c'est aussi que l'appropriation selon les fournisseurs est très différente. Et finalement, même sur un même secteur d'activité, on se confronte des fois à des acteurs qui ne sont pas du tout sensibles à cette problématique. Et c'est vraiment dommage. Alors, moi, j'aurais deux questions finalement pour Esker et pour Viveris, de ce que j'ai cru comprendre donc, de cette législation. C'est finalement quel est le périmètre qui va être concerné par la dématérialisation dans les années à venir. On parle assez souvent de la facture, mais finalement, pour nous, pour les organisations de finance, ce qui est très important aussi, c'est tout le process amont, la commande, la réception, livraison. Donc, est-ce que finalement, ça ira jusque-là sur la dématérialisation? Et puis, la deuxième question, c'est finalement quelle est la technologie qui va être associée à cette dématérialisation? Est-ce que c'est de l'EDI assez classique? Est-ce que c'est du PDF signé? Est-ce qu'il faut passer par un tiers de confiance? Voilà, moi j'ai toutes ces interrogations parce que finalement, à chaque fois, j'ai toujours eu des solutions un peu différentes selon les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, s'il y a un standard qui s'impose, eh ben, ce serait intéressant de savoir exactement lequel. D'accord. Eh bien, écoutez, Stéphane, merci pour cette
introduction et pour ces questions. Alors, effectivement, on va beaucoup plus loin dans le traitement de la dématérialisation que la facture. Le souci est aussi aujourd'hui de voir quelles vont être nos obligations réglementaires. Alors, déjà une première réponse par rapport à votre interrogation. Aujourd'hui, c'est un fait qu'au niveau gouvernemental, le focus se fait sur la facture. Et pourquoi cela? Cette obligation de facturation électronique, c'est une des mesures phares des différents gouvernements pour lutter contre la fraude à la TVA. Ce n'est pas mis en place pour le plaisir, mais c'est parce que voilà, la fraude à la TVA représente des milliards qui sont perdus pour les différents gouvernements et c'est un des moyens de limiter cette fraude. Il faut savoir que ça a commencé déjà il y a un petit moment avec une réflexion au niveau européen, puisque les différents gouvernements se sont rendus compte que chacun dans son coin essayait de mettre quelque chose en place. Et ça aboutit à une directive européenne qui date de 2014, qui était déjà de dire, quand on fait du business avec une institution gouvernementale, obligatoirement, on va devoir passer par une facturation en mode électronique. Ce qui s'est traduit chez nous en France par une obligation donc de transmettre ces factures à l'administration en format électronique qui s'est échelonnée entre 2017 et 2020 en fonction de la taille de nos entreprises et ce qui a abouti à la mise en œuvre du portail Chorus Pro. Alors, sur Chorus Pro, une grande entreprise qui publie ses factures en électronique va pouvoir les déposer sur la plateforme. Je dirais le plombier du coin qui a fait des travaux à la mairie va pouvoir saisir ces éléments de facturation sur le portail pour que ça génère sa facture et qu'il puisse être payé. Voilà, donc il y a déjà eu tout un travail fait pour traiter ce qu'on appelle le B2J, pour que les électroniques soient diffusées pour l'administration. Ce process s'est poursuivi et notamment dans la loi de finances 2020, un article a été voté qui stipule qu'il y aura une obligation de la facturation électronique pour toutes les transactions B2B dès 2023. On n'est pas allé aussi loin que ce qui se passe chez nos voisins italiens qui, eux aussi, ont intégré le B2C. Nous, on s'arrête au B2B. Mais voilà, la loi de finances votée fin 2019 a lancé les bases de ce qu'il fallait faire avec 4 objectifs principaux. Faciliter les déclarations de TVA, bien évidemment lutter contre la fraude à la TVA, et puis pour revenir par rapport aux réflexions que vous aviez, Stéphane, permettre de renforcer la compétitivité des entreprises et puis également piloter plus efficacement l'activité, essayer d'avoir moins de temps perdu, d'être plus efficace dans tous ces traitements qui sont en back-office. Et donc, pour tenir ces objectifs, la première chose qui était demandée, ça a été de demander à la DGFiP de faire une étude et d'émettre ses préconisations. Ces préconisations, elle les a émises fin 2020 et son objectif, c'était de dire comment je vais mettre en œuvre tout ce qu'on me demande dans l'article 153. Donc, durant l'année 2020, ils ont mené un certain nombre de choses. Premièrement, sur le premier semestre, ils ont expérimenté la facturation électronique en B2B en s'appuyant sur Chorus Pro avec un panel d'entreprises. Ils ont bien évidemment consulté les différents acteurs du domaine. Et ce qui a abouti le 3 novembre dernier à la remise d'un rapport au Parlement. Ce rapport préconisant, la mise en place d'une plateforme nationale qui permettrait de déclarer ces flux aux autorités fiscales, et puis 2, définissant des modules d'échange. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Stéphane, comment va-t-on faire? Quelle techno va-t-on utiliser? Parce qu'aujourd'hui, si j'émets ma facture en mode électronique et que je l'envoie à mon client par mail, on est dans un échange où lui va dire j'ai reçu ma facture, j'ai mon bon de commande, dans mon ERP, j'ai rapproché ma facture avec ma commande. Bref, il va commencer de pouvoir travailler. Mais si ma facture PDF arrive sur une plateforme publique, bien évidemment, il va falloir être capable de récupérer les informations qui sont dedans, puisque c'est ça qui est l'important pour que l'administration fiscale puisse vérifier que la TVA est correctement déclarée et imputée. Or, pour cela, 2 modèles d'échange de factures ont été proposés au Parlement. Le modèle en V, c'est le modèle qui est en cours en Italie, et qui impose que tout passe via cette plateforme publique. Et puis un modèle dit modèle en Y, c'est le modèle mexicain. Or, ne me demandez pas pourquoi les Mexicains sont en avance, je n'en ai aucune idée.
Mais lui, il est plus souple et il autorise notamment de passer via des plateformes privées certifiées, c'est déjà le cas pour un certain nombre d'entreprises sur le marché. Et il s'avère que c'est ce modèle qui, quand même, aujourd'hui, a le vent en poupe. Donc, on va prendre une petite minute pour regarder un petit peu comment ce modèle fonctionne, en se mettant dans un cas concret. Je suis fournisseur, une entreprise A, j'ai un acheteur, une entreprise B. Aujourd'hui, je peux lui envoyer ma facture par la poste, mais si je veux si dans le futur, quand je voudrais lui transmettre ma facture en mode électronique, je vais déjà l'envoyer à une plateforme nationale centralisatrice qui, elle, donc, va récupérer la facture et les données qui m'intéressent, qui se chargera de la transmettre à l'entreprise B. Mais vous allez me dire, à ce moment-là, elle ne sert pas à bien grand-chose. Si, puisque quand elle va faire cette transmission, elle va également vous tenir informé que tout s'est bien fait et surtout, elle va extraire les données de votre facture et les transmettre à l'autorité fiscale. Donc ça va être le cas simple. Et donc, vous le voyez que déjà, quand on voit ce cas-là, pour vous répondre, Stéphane, on se dit que la facture en format PDF, comme on pourrait l'imaginer, elle ne va pas suffire et qu'il va falloir certainement qu'elle soit accompagnée de données pour alimenter l'autorité fiscale. Deuxième cas de figure qui va nous arriver, vous êtes l'entreprise C et vous passez par une plateforme privée pour la diffusion de vos factures. Eh bien, votre facture va passer par cette plateforme et c'est cette plateforme qui va se charger de la transmettre à la plateforme nationale qui va la faire suivre à votre acheteur. Voilà. Et si on complique un petit peu la chose, on peut avoir une entreprise qui, elle, reçoit ses factures via l'intermédiaire d'une plateforme privée. Et Fabrice, tout à l'heure, vous en dira certainement un petit peu plus, puisqu'Esker, dans sa réflexion, dans ses évolutions, va pouvoir jouer ce rôle de plateforme. Mais je lui laisserai vous expliquer cela bien mieux que moi. Et donc, ma facture qui va partir de mon entreprise va passer par la PNC, va passer ensuite à la plateforme qui se chargera de vous transmettre la facture. Et enfin, dernier cas de figure, ces deux entreprises qui travaillent avec des plateformes privées certifiées, elles vont transmettre leur facture à leur plateforme. Il va y avoir un échange entre plateformes privées qui va vous envoyer votre facture et qui, en parallèle, vont informer la plateforme nationale centralisatrice et les autorités fiscales. Voilà un petit peu comment tout cela va fonctionner sur le principe. Mais pour se mettre en place, il y a quand même un certain nombre de points qui restent à statuer. Comme on le disait, le format des factures. Est-ce que ça va être du PDF, un autre format? Est-ce que ça va être, par exemple, comme on l'a dans le monde des archives, le choix d'un format pérenne qui est le PDFA, qui est un format qui répond aux normes ISO? Quelles vont être les données de facturation obligatoires qui vont devoir accompagner notre facture? Pour votre information, aujourd'hui, on a déjà dépassé la cinquantaine, puisque je lisais pas plus tard qu'hier, qu'aujourd'hui, on est à 66 données différentes envisagées pour accompagner la facture. Autant vous dire que votre fournisseur de système de facturation va devoir peut-être faire évoluer son outil pour que quand vous générez votre facture, il soit accompagné d'un fichier qui sera peut-être au format XML, c'est ce qu'on imagine, ou dans un format EDI, pour accompagner la facture vers la plateforme centralisée. Quid des plateformes? Est-ce que ça sera centralisé? Est-ce que ça sera privé certifié? A priori, vu que le modèle en Y a le vent en poupe, il semble que ce soit ces deux types de plateformes qui vont être retenues. Quelles fonctionnalités vont être mises à disposition? Est-ce qu'on va être dans un mode un petit peu comme Chorus Pro pour que, si je reprends mon exemple du plombier, quand il va émettre sa facture vers un de ses clients entreprises, il puisse saisir la facture sur la plateforme directement parce que lui, il n'a pas forcément un ERP chez lui pour émettre ses factures. Et puis, derrière cela, on voit bien qu'il y a une partie qui n'est pas couverte. Il y a l'aspect facturation à l'international. Alors là, la TVA est peut-être un peu moins, sauf quand on est en Europe, la TVA est peut-être un peu moins importante. Et puis, il y a tout l'aspect B2C qui est aussi important et qui va peut-être, comme en Italie, prendre ce chemin du dématérialisé. Toujours est-il que suite à la remise de ce rapport au Parlement, un premier amendement a été déposé le 6 novembre 2020 qui aborde deux points. Tout d'abord, il statue sur le fait qu'il y a obligation de déclaration de la TVA de façon électronique. On ne peut plus remplir les fameux formulaires papier.
Et deux, il stipule le calendrier de mise en place de cette facturation électronique qui est le suivant. À partir du 1er janvier 2023, quelle que soit l'entreprise, vous serez obligé d'accepter les factures au format électronique. Par contre, pour ce qui concerne la partie émission, au 1er janvier 2023, si vous êtes un grand compte, vous n'aurez plus le droit d'émettre de factures papier. Au 1er janvier 2024, c'est les ETI. Donc, pour nous, Viveris, par exemple, c'est au 1er janvier 2024 qu'il faudra qu'on ait franchi le pas. Et puis enfin, au 1er janvier 2025, toutes les entreprises seront concernées. Donc, on ira de la société du CAC 40 à l'entrepreneur du coin. Voilà un petit peu comment ce planning va se mettre sur les 3 années, sur ces 3 années-là. Ceci dit, on a, je dirais, les clients ont déjà réfléchi, dématérialisation, ainsi de suite. Et on commençait aussi de se poser la question de comment je vais traiter ces factures qui arrivent chez moi. Parce que l'émission, on voit bien qu'on a déjà des solutions qui nous permettent de les émettre et qui vont évoluer pour transmettre avec la facture les données demandées. Mais par contre, ma facture, quand elle va arriver au format électronique, il va bien falloir que je l'intègre chez moi, que je la traite. Et pour cela, déjà de nombreuses entreprises ont franchi le pas. Et je vais me permettre de laisser la parole à Madame Porcher, directrice administrative et financière de Mathieu Barre, qui va nous faire part de son retour d'expérience dans le domaine. Bonjour à tous. Merci à Viveris et à Esker de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet. Je suis directrice administrative et financière du pôle bâtiment pour la France chez Mathieu Barre, qui est une vieille dame qui va fêter ses 160 ans aujourd'hui dans le secteur de la construction, qui est née sur les bords de la Meuse il y a 160 ans et qui maintenant couvre un territoire qui va jusqu'aux États-Unis. Voilà. Nous avons entamé il y a déjà plus de 10 ans la digitalisation de notre partie facture fournisseur parce que notre secteur d'activité a une particularité qui est quand même assez contraignante sur le process achat, à savoir que évidemment nos sites de production sont mobiles, sont nombreux, avec des possibilités d'accès et de retour au bureau qui rendent les choses un peu compliquées, avec des opérationnels qui engagent la société, qu'il s'agisse de l'achat ou du bon à payer des factures. On a à peu près sur la France 400 chantiers par an, donc 400 sites de commandes, 400 sites de validation des factures et de réception du matériel. Et donc il y a une dizaine d'années, on avait déjà entamé un process et utilisé un outil de dématérialisation pour permettre la validation des factures à distance. La législation a évolué, la technologie aussi. Et cet outil souffrait d'obsolescence technique déjà, et puis ne répondait pas aux obligations relatives à la piste d'audit fiable, donc à toutes les contraintes réglementaires et fiscales. Et donc, le groupe de Mathieu Barre a décidé, il y a 2 ans à peu près, de changer d'outil et de changer de process également. Et dans le cadre de cette consultation, on a choisi l'outil Esker qui correspond à nos attentes, qui nous permet d'adapter à ce qui est déjà existant. Et on est en pleine phase aujourd'hui de déploiement de cet outil avec tout un tas d'adaptations à notre process et à nos outils à mettre en place. Mais c'est aussi le défi et c'est aussi l'intérêt quand on change d'outil, justement. Nous, on a aussi des problématiques, là j'entendais votre intervention, on a aussi des problématiques assez spécifiques au secteur de la construction, puisque notre système de facturation est assez particulier, juridique notamment. Et puis parce qu'on travaille énormément avec de tout petits sous-traitants. Vous preniez l'exemple du petit plombier, c'est un sujet quotidien chez nous, avec des interlocuteurs qui du coup sont assez peu informatisés, pas très au fait de tous ces sujets-là, et qu'on va faire rentrer petit à petit dans des transmissions de factures sous format électronique. Donc on a de vrais enjeux de transformation de ce secteur d'activité. On a une nécessité de le faire, mais ça reste un secteur dans lequel notamment les PME sont plutôt en retard. Donc de beaux enjeux pour l'avenir.
Voilà ce que je peux avoir à en dire. Merci. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Bien, je vais laisser la parole à Fabrice qui effectivement va nous expliquer comment maintenant on va pouvoir traiter au mieux ces factures fournisseurs lorsqu'elles arrivent chez vous. Parfait. Merci Eric. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Eric, est-ce que mon écran oui, est je le bien vois. visible? Bon, ben c'est Oui, oui, tout parfait. à fait. Je vais pouvoir démarrer. Donc, rebonjour à tout le monde. Je vais vous présenter rapidement la société Esker pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui la connaissent mal. En l'occurrence, Esker, c'est une société qui a été créée il y a un peu plus de 35 ans par son président actuel, Jean-Michel Bérard, et aujourd'hui qui porte différentes missions, enfin excusez-moi, parce que j'ai un petit souci de tac, 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 je suis en train de le corriger. Oui, donc en fait, Esker, c'est une structure qui existe encore une fois depuis un peu plus de 35 ans, qui aujourd'hui compte environ 800 collaborateurs. Chacun de ces collaborateurs sont associés à 6000 clients en mode SaaS, puisqu'aujourd'hui, les solutions que l'on propose sont toutes en mode SaaS. Et on a généré un chiffre d'affaires de 112 millions d'euros l'année dernière, en l'occurrence, donc sur 2020, ce qui représentait une croissance de 9% par rapport à l'année précédente. Dans le contexte qu'on connaît actuellement, on était censé faire 20%, on en fait 9, ce qui n'est pas si mal. Esker, il faut savoir également que c'est une entreprise qui est très orientée à l'international, puisqu'on est représenté à travers 13 filiales sur la plupart des continents, hormis en Afrique, donc sur tous les continents sauf celui africain. Et donc, voilà, on a vraiment ce côté international dans notre ADN. Ce qu'il faut également avoir à l'esprit, c'est que notre mission d'éditeur de logiciels va au-delà de cette activité-là, puisque aujourd'hui, pour répondre à l'évolution de la société en général et à celle des relations interentreprises en particulier, on souhaite renforcer les liens de l'écosystème de nos clients en valorisant à la fois le côté économique, humain et intellectuel du travail en fait des fonctions financières et administratives. Donc c'est vraiment aujourd'hui le positionnement d'Esker qui a évolué donc avec le temps pour s'adapter. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour renforcer l'ensemble de ces liens? Eh bien, on passe par notre plateforme. On a une plateforme cloud unique d'automatisation des process administratifs et financiers qui fait partie, qui fait qu'on fait partie, en l'occurrence, des rares acteurs à proposer une solution qui est à la fois sur le cycle order to cash, mais également sur le cycle procure to pay. Donc Eric vous a présenté les dernières actualités réglementaires liées à l'obligation de la dématérialisation et toutes les incertitudes concernant notamment le choix du modèle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, quoi qu'il en soit, Esker s'est préparé pour faire face à n'importe quelle option afin de vous aider à traiter efficacement l'ensemble de ces flux dématérialisés et notamment dans le traitement des factures fournisseurs, la solution qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, Esker a bien pris note que le modèle qui était recommandé aujourd'hui par la Direction générale des finances publiques est celui mexicain, donc dit en Y, qu'Eric vous a présenté, et que par conséquent, on se prépare, nous, à devenir une plateforme certifiée. Donc voilà, donc on est en ordre de bataille pour devenir une plateforme certifiée, mais en définitive, le but pour nous, c'est de faire de cette contrainte réglementaire un avantage concurrentiel pour vous en tant qu'entreprise. Donc voilà, donc comme vous le savez très, très certainement, le cycle procure to pay implique de nombreux acteurs et comporte de multiples étapes. En fait, on va travailler sur ce cycle-là et notamment donc sur la partie facturation fournisseur avec des profils de donneurs d'ordre, avec des valideurs, avec des acheteurs, avec des comptables, avec des trésoriers, avec des contrôleurs de gestion et également avec des DAF. Et donc aujourd'hui, on se focalise essentiellement sur la solution Account Payable, donc la dématérialisation et le traitement des factures fournisseurs, que je vais vous présenter dans les slides qui vont suivre d'une manière plus précise. Il faut simplement également avoir à l'esprit
que pour compléter finalement cette solution, dans le cycle Procure to Pay, vous avez également la possibilité de disposer d'une solution de dématérialisation et de traitement de la demande d'achat en interne, donc qu'on appelle procurement, et également des modules qui vont concerner la gestion des fournisseurs, la gestion des notes de frais, la gestion des contrats, etc., etc. Le but étant principalement, bien évidemment, à la fois de maîtriser, de contrôler, de suivre les dépenses de l'entreprise, également de respecter les réglementations qui sont en vigueur et d'avoir une meilleure gestion des risques et de prévention de la fraude. C'est également de respecter les délais de paiement des factures, bien évidemment, et aussi d'améliorer les relations avec les fournisseurs. Donc, c'est les grandes thématiques qui sont mises en exergue aujourd'hui. Alors, comment ça se passe au niveau du traitement des factures fournisseurs? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par décrire les étapes clés du processus et j'y reviendrai par la suite un peu plus en détail. Donc, dans un tout premier temps, les fournisseurs, bien évidemment, sont référencés. Les factures sont réceptionnées dans notre interface sous tous les formats. On extrait les données de la facture pour les vérifier et les rapprocher du bon de commande d'une façon automatique. La facture va rentrer dans un workflow pour être validée. Elle est ensuite comptabilisée au plus tôt avec un blocage pour paiement. Et puis, le dernier valideur va débloquer le paiement dans l'ERP et qui sera archivé également automatiquement. Voilà, donc en fait, toutes ces opérations sont organisées et suivies au jour le jour via notre interface. Donc, je vais vous la présenter dans l'instant là pour que vous ayez une idée de son ergonomie. Mais voilà, grosso modo, quelles sont les différentes étapes en fait dans le cadre du processus. Donc le pilotage, comme je vous le disais, de ces activités se fait par le biais de notre interface, avec donc des informations utiles qui sont affichées directement dans le tableau de bord de la page d'accueil. Et puis bien sûr, avec la possibilité de créer autant de tableaux de bord ou de vues ou de rapports que nécessaire. Ça va être par exemple, je sais pas, le nombre de factures traitées par mois. Ça peut être également le nombre de factures en attente par fournisseur, le délai moyen de traitement par mois ou encore la proportion de factures par mode de réception, etc. etc. Donc tous ces dashboards sont adaptés à la fonction de l'utilisateur. Donc il est bien évident qu'un directeur financier, un contrôleur de gestion ou un comptable n'auront pas les mêmes besoins, enfin les mêmes besoins en termes de vue. Donc ils pourront le personnaliser, comme je le précisais, à 100% comme bon leur semble. Ils pourront également partager l'ensemble de ces éléments avec leurs collègues s'ils le souhaitent. Donc, en rentrant un peu plus dans le détail, la première étape, comme je vous le disais, c'est de gérer les fournisseurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les inviter, ces fournisseurs, à intégrer le portail. Donc, on va leur adresser un mail pour qu'ils le fassent. On va leur demander de remplir finalement une fiche signalétique avec leurs coordonnées, leurs caractéristiques, etc., tout ce qui les personnalise. Et puis, on va lui donner accès au circuit d'approbation. Donc, une fois qu'il a intégré le portail, le fournisseur aura un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour faire un certain nombre d'opérations. Il va notamment pouvoir, le cas échéant, poster ses factures s'il le souhaite ou si vous souhaitez qu'il le fasse, par exemple. Il va avoir en tous les cas accès à l'ensemble des factures de son compte pour suivre le cheminement de la validation qui est faite par vous. Et puis également la possibilité de chatter en ligne. Et d'ailleurs, tous ces chats, excusez-moi, ces conversations seront archivées de manière à pouvoir y revenir si vous le suivez. Et ça, c'est intéressant, notamment parce que ça évite tous les appels intempestifs entrants qui souvent vont polluer les services des entreprises. Et puis en plus de ça, toute cette transparence avec les fournisseurs, ça permet d'améliorer les relations avec eux. Ça, on l'a constaté et c'est indéniable. Le fournisseur, on le traite entre guillemets beaucoup plus comme un partenaire que comme un sous-traitant lambda aujourd'hui et ça participe à ça. Donc on va voir plus en détail les différentes phases de traitement de factures pilotées par l'interface et qui permet notamment d'avoir de la traçabilité sur le circuit de validation et de permettre aussi à l'utilisateur de savoir quelles sont les factures qu'il doit traiter dans la journée, les factures prioritaires, etc. Tout ça, il a moyen de le paramétrer. Et puis de recevoir également périodiquement et à sa convenance des rapports d'activité.
Donc en fait, la première phase, on va réceptionner les factures dans l'interface, comme je le disais tout à l'heure, par le biais de différents types de canaux. Ça peut être par le biais du portail, ça peut être sous format mail, ça peut être par le biais d'un scan, de l'EDI, etc. Le système va extraire les informations et proposer au comptable le formulaire de la liste des factures qui sont à valider. Elles sont découpées, toutes ces factures, automatiquement grâce à un système de reconnaissance. Alors, une fois qu'on a réceptionné et découpé les factures, il nous reste bien évidemment un problème de taille qui est la reconnaissance et l'extraction de données d'une multitude de factures différentes et des factures qui émanent également d'une multitude de fournisseurs différents. Donc, c'est là que va rentrer en jeu l'intelligence artificielle, en tous les cas chez Esker, pour extraire toutes les données et identifier les factures. Alors, on a différentes couches d'intelligence artificielle. La première, c'est le fait qu'on va utiliser un premier niveau de reconnaissance de données de facture grâce à ce qu'on appelle le deep learning, donc la reconnaissance embarquée, qui est en fait, pour simplifier, le fait que Esker a formé un réseau de neurones en exploitant des millions de données pendant plus de 10 ans, qui lui permet aujourd'hui d'obtenir un très bon taux de reconnaissance de ses factures, et tout ça en près de 200 langues, je crois qu'il y a un peu plus de 190 langues qui sont reconnues. Et ce système-là de reconnaissance va s'améliorer avec le temps grâce à ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire à l'auto-apprentissage. Là, pour le coup, le moteur Esker apprend en permanence des corrections qui sont apportées par les utilisateurs. Et en fait, on a constaté qu'au bout de 3-4 passages d'une facture, on va reconnaître à coup sûr le fournisseur. Voilà. Et puis, éventuellement, on peut également passer par ce qu'on appelle le teaching, c'est-à-dire l'apprentissage, qui peut être utilisé, c'est très ponctuel, par des utilisateurs qui sont formés et qui montrent au système comment reconnaître les présentations de factures qui pourraient être très atypiques. Voilà, donc le principe, c'est qu'on va superposer l'ensemble de ces couches pour automatiser finalement automatiquement les factures fournisseurs. Donc, une fois qu'on a reçu et reconnu les factures, il nous reste bien évidemment à les valider. Donc, elles vont rentrer ensuite dans un workflow de validation avec d'abord une notification par mail des factures qui restent à valider, qui seront adressées au valideur. Un écran qui va présenter la facture, donc qui sera associé à un formulaire de validation ici, qui va permettre d'afficher l'historique des factures du fournisseur concerné, également de lister les approbateurs impliqués dans le workflow, et puis enfin, ça permet de décider en toute connaissance de cause de valider la facture ou peut-être de la renvoyer pour un contrôle supplémentaire, de la mettre en attente, de rajouter des pièces jointes, etc. etc. Donc, à la fin du processus, quand le dernier valideur donne son accord, ça débloque le bon à payer et puis ça envoie l'information à l'ERP. Voilà comment ça fonctionne de ce point de vue-là. Alors, il faut également avoir à l'esprit que toutes ces opérations de validation donc qu'on vient de voir, toutes ces étapes, tout ce cheminement peut également être réalisé à distance via un smartphone qui permet d'avoir accès à toutes les informations de façon très lisible. On a mis en place une ergonomie en fait qui permet d'avoir accès à toutes les informations auxquelles vous avez accès d'une manière habituelle, à savoir les factures qui restent à valider, la situation de ces factures dans le workflow, le détail des coûts, le détail des affectations de ces coûts, et puis également l'affichage de la facture et tous les documents qui y sont attachés. En plus de toutes ces informations, en termes de mobilité, vous allez également avoir accès à vos tableaux de bord et à vos différents indicateurs. Voilà. Donc, l'avant-dernière étape, je dirais, c'est qu'une fois qu'on a reconnu, qu'on a validé la facture, celle-ci, elle est envoyée bien évidemment dans l'ERP. Donc, il faut retenir une chose, c'est qu'elle peut être envoyée simultanément à plusieurs ERP.
On a l'habitude de travailler avec des groupes d'une certaine taille qui peuvent avoir disposé de différents ERP, donc ça ne pose pas de problème. Il faut savoir qu'on est susceptible de fonctionner avec tout type d'ERP, mais également qu'on a des connecteurs, avec en particulier SAP, avec Oracle, avec Microsoft Dynamics, avec Cegid. Tous ces connecteurs vont vous permettre de gagner un temps précieux dans l'implémentation de la solution, en évitant finalement de trop solliciter vos intégrateurs. Donc on va pouvoir implémenter la solution, encore une fois, avec tout type d'ERP, mais avec ces ERP-là, grâce à nos connecteurs, on va gagner beaucoup de temps. Donc la dernière étape, cette fois-ci, la toute dernière étape, consiste à ce que finalement les factures soient archivées en ligne. Donc en fait, il est important de souligner que cet archivage est à valeur probante, avec la position d'une empreinte numérique, et que par conséquent, c'est souvent une question qui se pose, elle permet de s'affranchir des factures papier sans que ça pose de problème. Une petite, alors c'est peut-être anecdotique, mais j'aime bien le rappeler, on ne rompt pas complètement avec les habitudes du traitement du papier, puisque souvent dans les services comptables, on peut avoir des habitudes qui sont prises dans ce sens-là, ce qui est tout à fait normal, et que finalement, quand l'utilisateur va traiter une facture sous format électronique, il a, avec notre solution, la possibilité de l'annoter. C'est-à-dire qu'il va pouvoir la stabiliser, sa facture, il va pouvoir lui apposer un post-it virtuel, par exemple, et de manière à pouvoir les retraiter, etc., à diffuser de l'information à ses collègues. Et dans ces conditions, s'il agit de la sorte, s'il la note, les deux formats de facture vont être conservés, celle annotée et celle qui ne l'est pas. Voilà, pour vous faire une présentation très synthétique, en l'occurrence de l'ensemble du processus. Voilà, on va passer maintenant, si vous le souhaitez, aux différentes questions que vous pourriez avoir à l'esprit, et puis revenir vers moi le cas échéant si vous voulez avoir plus de précision dans le cadre du fonctionnement de cette solution. Voilà. Merci beaucoup Fabrice, et merci d'être peut-être inscrit dans le timing, parce qu'on a voulu vous passer le maximum d'informations dans le minimum de temps. Il nous reste donc en gros 5 minutes pour répondre à vos questions. Moi, j'en ai vu un certain nombre arriver. Christelle, qui n'a pas encore pris la parole, mais sans qui ce webinaire n'existerait pas, puisque c'est elle qui a fait toute la mise en œuvre et qui a validé toutes vos inscriptions, a accès à la liste des questions. Christelle, peux-tu nous les poser et nous dire ce que les gens souhaiteraient avoir comme réponse? Oui, alors bonjour tout le monde. En effet, j'ai pas mal de questions. On va essayer de traiter un maximum. Déjà, une première question sur la solution Esquerre. Est-ce qu'elle s'adresse à tout type d'entreprise, taille, secteur différent? Peut-être Fabrice, vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait. Donc, alors en fait, elle s'adresse cette solution à des entreprises. Alors, la réponse, c'est qu'elle s'adresse à différents types de profils. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des entreprises qui sont plutôt des entreprises d'une certaine taille, donc des ETI et des grands comptes, et également des entreprises finalement qui se situent sur tous les secteurs d'activité, puisque ce qui va intéresser les entreprises d'une façon générale à cette solution sont des entreprises qui ont affaire à beaucoup de fournisseurs, et donc il y a beaucoup de factures très différentes. Donc tout type de secteur d'activité, mais plutôt des entreprises d'une certaine taille et qui ont l'habitude de travailler en mode SaaS. Il faut également avoir à l'esprit que pourquoi est-ce qu'on travaille avec des entreprises de cette taille-là? Parce que pour atteindre finalement notre ROI, le ROI de la solution dans des délais raisonnables, il faut que l'entreprise traite un minimum de factures. Et le minimum de factures pour atteindre ce ROI, on l'estime à 10 000 factures minimum à l'année. 10 000 factures minimum à l'année, ça permet d'atteindre un ROI dans un délai très raisonnable, et ça correspond souvent à des entreprises qui génèrent des chiffres d'affaires à minima de l'ordre de 100 millions d'euros. Donc voilà, donc nous on a l'habitude de traiter avec des entreprises qui vont donc traiter entre 10 000 et plusieurs millions de factures à l'année. Voilà. Et encore une fois, sur tout type de secteur d'activité, il y a un secteur sur lequel on ne travaille pas, c'est le secteur public. Voilà ce que je peux vous en dire. D'accord, merci Fabrice. J'ai une autre question. Alors, j'imagine que la réponse, elle est
elle peut être très variée, mais en moyenne, combien de temps dure un projet de dématérialisation? Alors ouais, effectivement, c'est très variable puisque ça dépend de plusieurs facteurs, hein. Ça dépend du nombre de facteurs qu'il y a à traiter, puis et surtout de des caractéristiques du groupe avec lequel on va travailler ou de l'entreprise avec laquelle on va travailler et également de ses désirata. Qu'est-ce qu'il veut mettre en place dans le détail? Mais partez peut-être du principe que pour mettre en place une solution telle que celle-ci, il y a différentes étapes. Il y a bien sûr il y a l'étape commerciale, ensuite il y a l'étape d'implémentation, de mise en œuvre, etc. Si on passe par l'étape de présentation, d'animation, d'ateliers, etc., de manière à glaner toutes les informations et à proposer une solution adéquate, donc là déjà tout ce cheminement-là, il va nous prendre plusieurs semaines. Ensuite, une fois qu'on a signé le contrat, entre le fait de le faire passer d'un appartement légal à l'autre, ça prend encore généralement un petit peu de temps. Et surtout, la partie implémentation, elle, donc elle va varier en fonction des critères dont je vous parlais. À minima, il faut compter une trentaine de jours d'implémentation lorsqu'on est finalement sur une entreprise, lorsqu'on traite avec une entreprise qui génère finalement assez peu de factures, de l'ordre de 10 000 factures, et qui n'a pas de contraintes particulières, en tout cas pas complètement atypiques, qui reste dans le côté traditionnel, enfin plus conventionnel qu'on a l'habitude de traiter. Dans ces conditions, on peut être sur une trentaine de jours consultant en fait pour implémenter la solution, mais ça peut être lorsqu'on a affaire à des groupes très importants qui demandent des spécificités bien particulières, ça peut être ça peut être 300, 400 jours d'implémentation, donc c'est quand même très très variable. Et puis voilà, une fois que l'implémentation est faite, on va démarrer le processus. Donc ayez peut-être à l'esprit que si vous vous intéressez à la mise en œuvre d'une solution telle que celle-ci, comptez environ de l'ordre de 6 mois pour avoir la solution clé en main. C'est des délais qui me paraissent être des délais moyens, entre 4 et 6 mois, disons. Voilà ce Tout que je à peux vous en fait. dire. C'est les délais qu'on a constatés lorsque on en a fait l'intégration auprès de nos clients, avec des charges, comme le disait Fabrice. Je dirais, nous, on a constaté, oui, par rapport à nos clients, une charge entre 150 et 150 jours à peu près, et effectivement un délai moyen de réalisation du projet sur 6 mois. Donc, quand même des projets qui se mettent relativement rapidement en œuvre par rapport à certains autres dossiers que l'on traite. D'accord. Tout à fait. Et ce qui veut dire également, c'est important, mais vous l'aurez compris, dans la mesure où les contraintes réglementaires arrivent dès 2023, pour se mettre au diapason, il faut s'y prendre dès maintenant. En l'occurrence, c'est pour ça qu'on organise, qu'on informe le plus d'entreprises possible de manière à ce qu'elles puissent s'y préparer et qu'on puisse ne pas faire les choses dans la précipitation. En fait, c'est ça l'idée. Oui, donc il est temps de s'y intéresser maintenant. Voilà, tout Euh, à fait. Le message. une autre question sur le périmètre concerné. S'agit-il uniquement d'une obligation pour les facturations domestiques de France vers France? Est-ce le seul périmètre? Qu'en est-il des factures France vers Italie, par exemple, qui sont deux pays qui imposent la dématérialisation domestique? Alors, pour le moment, au niveau du périmètre de la loi, c'est effectivement au niveau français. Comme je vous le disais à un moment, il y a une réflexion pour effectivement étendre le périmètre je dirais en dehors de nos frontières, puisque c'est une réflexion qu'il y a dans tous les pays, notamment tous les pays européens. Mais pour le moment, la loi fait un focus sur les échanges au niveau France. D'accord, très bien. Je pense que là, on Ensuite, va être un peu short au niveau des ouais, délais, encore au peut-être niveau une du ou deux timing. questions, parce que c'est vrai que j'en ai eu pas mal. Vas-y, Euh, vas-y. votre référentiel fournisseur peut-il être asservi au nôtre? Alimentation batch, par exemple, en phase de référencement. Écoutez, sur le principe, alors je suis pas sûr de bien comprendre la question en l'occurrence. Tu peux me la répéter? Votre Sur référentiel le... fournisseur peut-il être asservi au nôtre? Bah oui, de toute manière, sur le principe, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. On met en œuvre des consultants, en l'occurrence, pour faire en sorte de faire la passerelle, de faire le lien. Et voilà, c'est à étudier en fait avec les équipes, mais bien évidemment, on est susceptible de le faire. Oui. Oui, et je pense que le fait qu'il y ait les connecteurs vont même permettre, puisque dans la question, vous demandiez si on peut C'est faire une d'autant plus facile. alimentation Ouais. par batch,
donc qui aurait été, je dirais, mettons toutes les nuits, ainsi de suite. On peut aller plus loin et avec les connecteurs ERP dont dispose la solution Esker, on peut avoir une connexion en ligne pour être vraiment dans quelque chose de complètement dynamique. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et peut-être une dernière question, je suis désolée pour Oui. celles qui n'auront pas été traitées, mais n'hésitez pas à nous les renvoyer, on vous On y répondra répondra. voilà, par mail ou de façon plus personnelle. Nous avons beaucoup parlé du traitement de la facture entrante en tant qu'acheteur. Esker permet-il également ou permettra-t-il de gérer la facturation sortante en tant que fournisseur? Oui, oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une des caractéristiques de Esker, c'est on est sur les deux cycles. On est à la fois sur order to cash, donc order to cash, orientation vers les clients, et puis le cycle procure to pay, orientation vers les fournisseurs. Donc on peut tout à fait, on a le même processus en fait, c'est un peu par effet miroir sur les factures sortantes. On a tout ce traitement et tout ce cheminement également qui est présenté avec les mêmes technologies en termes d'intelligence artificielle, etc. Donc on est susceptible de répondre à la fois au traitement des factures fournisseurs et celle des clients, tout à fait. Ok, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là pour les questions parce que malheureusement on a déjà dépassé le timing imparti. De toute façon, Christelle les a toutes et nous vous répondrons à toutes les questions que vous nous avez déjà posées. Et si d'autres vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous contacter, on est à votre disposition. Moi, il me reste d'abord à remercier Madame Porcher et Monsieur Mayocchi pour nous avoir accompagnés et pour leur intervention. Fort intéressante. Et puis, il me reste à vous remercier tous pour votre participation, pour avoir débuté votre journée avec nous. Et puis, on espère qu'on aura l'occasion de reparler de ces sujets avec vous et puis surtout de vous retrouver lors de nos prochaines interventions, nos prochains webinaires. Encore merci à tous. Très bonne À très journée. bientôt. Très bonne journée également. Au revoir.